Bonjour. Dans le cadre de la commission Saint-Pierre de Bailleul, l'Institut Jean Garon poursuit sa réflexion sur les grands enjeux de l'agriculture. Actuellement, on travaille bien sûr beaucoup sur la suite des 40 ans de protection du territoire agricole, mais les enjeux sont plus nombreux que ça. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec le coprésident de l'Institut, Guy de Bailleul, et d'échanger avec lui parce que, bien sûr, on a des perspectives, on a un vécu qui est différent, on a un historique et je pense que nos expériences se complètent assez bien dans le cadre des réflexions comme nous. Bonjour Guy. Bonjour Michel. Tu as une formation de l'Institut agronomique de Paris, qui est on dit une grande école agronomique, mais je me souviens parce que j'ai eu un professeur qui s'appelle René Dumont, que c'était une école qui était beaucoup plus axée que nous on l'était à l'époque, dans mes études agronomiques, sur l'agroécologie, sur la réalité. Puis René Dumont nous avait exposé, bien sûr, très impressionné d'ailleurs qu'on était de sa vie comme conseiller un peu partout. Alors, quand on arrive au Québec pour enseigner, qu'est-ce qu'on constate après ma barre au niveau de l'agriculture ou encore de ce qui est enseigné? Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours considéré qu'avoir le privilège enfin, plutôt avoir un professeur comme René Dumont et certains de ses collaborateurs comme professeurs, c'est un privilège, c'est une approche tout à fait particulière de l'agriculture parce qu'on privilégie une approche comparative en quelque sorte. En plus, effectivement, il y avait déjà des préoccupations chez René Dumont en particulier écologiques. Il sera d'ailleurs le premier candidat écologique à la présidentielle en France. Mm-hmm. Et moi, je suis arrivé, quand j'étais invité par l'Université Laval à la fin des années 70, on avait l'impression qu'on était déjà en plein bouleversement, puisqu'on venait d'adopter toute une série de mesures en matière agricole. Du côté de l'université, l'évolution n'était pas encore très, très perceptible. Mais en même temps, moi, je me suis retrouvé dans un département qui était le département d'agroéconomie, où je rejoignais aussi d'autres collègues dont certains avaient été formés à la même école que moi, je pense à Maurice Carrel. Et très vite, on a eu l'impression que dans ce département, on avait plusieurs écoles de pensée qui coexistaient, qui s'affrontaient de temps en temps, mais qui coexistaient. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'étudiants, ça a dû être une richesse, en particulier les étudiants en maîtrise, de voir que finalement, il n'y a pas seulement un courant de pensée, parce qu'on savait que dans le domaine agricole, on commençait à voir se pointer, y compris des théories néolibérales, mais les étudiants se rendaient compte qu'il n'y avait pas que ça. Donc, ils avaient probablement été beaucoup influencés par la pensée américaine de cette époque-là, qui était celle de l'agriculture qui se spécialisait, pour lesquelles il y avait des grandes décisions politiques qui influençaient, mais vous aviez un autre vécu. Oui, effectivement, on avait si on se rapporte à la formation des professeurs, il y en avait qui ont été formés aux États-Unis, d'autres en Europe. Donc, en fait, on avait ces deux écoles. Je pense qu'on a appris les uns des autres, d'ailleurs, et on a surtout appris la confrontation, l'échange d'idées. Mm-hmm. C'était l'époque, évidemment, où on mettait en place des politiques, où elles commençaient, en tout cas, à donner de l'effet. Est-ce que, par rapport à cette expérience-là, cette vision que vous aviez déjà constaté que ça pouvait amener des effets pervers, cette chose-là? Est-ce que c'était déjà discuté, qu'on pouvait avoir des limites? Oui, en tout cas, dès le début des années 80, il se trouve aussi qu'on m'avait demandé de couvrir dans le domaine de l'enseignement en économie la question de l'économie de l'environnement et des ressources naturelles. Et c'était le moment où on commençait à se poser des questions, par exemple, sur l'impact de la monoculture du maïs, sur la qualité des sols, sur la qualité de l'eau. Et c'est vraiment au cours des années 80 qu'on a vu
se développer ce genre de préoccupation. Et ça rejoint un peu une des préoccupations qu'on a eues récemment, celle sur les pesticides, qui était... Effectivement. qui pouvait aussi avoir un lien avec cette Tout à fait. On est dans une époque où on parle beaucoup d'environnement, mais aussi on parle beaucoup de changements climatiques. Oui. Dans quelle mesure est-ce que les changements climatiques anticipés, puis je pense que les grands observateurs sont relativement d'accord là-dessus, il y a une évolution, il y a une bouleversement, mais dans quelle mesure ça peut changer quelque chose au niveau de nos politiques? Et si on se rapporte aux scénarios climatiques tels que ceux qui sont développés par les chercheurs à l'Institut Oranos, on a l'impression que, du point de vue de l'agriculture, le Québec pourrait se retrouver dans une situation relativement favorable. Enfin, je dis relativement favorable, surtout si on la compare par rapport à ce qui risque de se produire dans le reste de l'Amérique du Nord. Je m'explique, ces scénarios tablent sur une augmentation assez sensible du nombre de degrés jour de croissance pour la production végétale. Cette augmentation est déjà perceptible, mais elle pourrait on pourrait observer une augmentation de 20 à 25% du nombre de degrés jour. Ça dépend des régions, mais d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années. Et du point de vue de la pluviométrie, qui est une autre variable très importante, on a des inquiétudes tout à fait légitimes pour ce qui concerne les grandes plaines de production à l'ouest du Canada et des États-Unis. Au Québec, on aurait plutôt une tendance à une légère augmentation. Donc, on ne serait pas trop handicapé. Les conditions, c'est pas trop mal. Donc, selon un prévisionniste. Là. Oui, selon ces scénarios. Par exemple, ça veut dire que en Abitibi, où on produisait encore jusqu'à récemment jusqu'à 2 coupes de foin par an, on pourrait passer à 3 coupes de foin, voire à passer à d'autres productions. Et ça peut être des changements majeurs, effectivement. Est-ce qu'on les inscrit dans notre planification, ces changements-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y pense et qui permet de voir quels sont les scénarios les plus intéressants? Il semble qu'on n'ait pas encore beaucoup de signes de cette préoccupation. Et c'est d'autant plus préoccupant que, selon moi, il y a 2 volets à ces impacts des changements climatiques sur notre territoire. Il y a d'abord, on sait que l'agriculture est responsable de l'émission de gaz à effet de serre, ça a été relativement mesuré, ce n'est pas négligeable, mais elle est aussi, à l'inverse, capable de participer à la réduction de ces émissions, notamment en stockant, en captant du gaz carbonique dans le sol. Et notre territoire agricole, aussi modeste soit-il, pourrait avoir une contribution significative à ce captage de carbone, d'autant qu'on sait, et les agronomes le soulignent souvent, que beaucoup de terres ont une teneur en matière organique relativement faible, et qu'il s'agirait en fait, du point de vue même de la fertilité des sols, de l'augmenter. Or, augmenter la manière... Un programme d'enfouissement? Alors, par des enfouissements de culture, par des pratiques de culture aussi qui seraient ajustées. Or, augmenter la matière organique du sol, c'est non seulement augmenter sa fertilité, mais c'est augmenter le stock de carbone, donc capter davantage de CO2. Il y a un certain nombre de pays européens, à la suite de l'accord de Paris en 2015, qui se sont engagés sur un programme qu'on appelle l'accord Lima-Paris, qui doit être révisé chaque année, par lequel ils multiplient les mesures pour augmenter de 4 pour 1000 la teneur de matière organique, la teneur de carbone dans le sol. Est-ce que c'est beaucoup? Alors, en termes d'objectif annuel, c'est quelque chose qui est facilement atteignable, mais si on le généralise à une bonne partie des sols agricoles de la planète, c'est un potentiel gigantesque de captation de carbone. Donc ça vaut la peine d'essayer d'encourager ça sous toutes les latitudes,
en particulier au Québec, il se confirme que les scénarios climatiques sont plutôt favorables. Alors ça, c'est un volet. Mais il y a aussi tout l'autre pendant en fait, de cet impact des changements climatiques, c'est le fait qu'avec cette élévation de température, cette augmentation des degrés jour de croissance, cette pluviométrie conservée, on pourrait, dans 20 ans, produire complètement autre chose que ce que l'on produit. On a, d'après toujours ces scénarios, on pourrait, dans le sud du Québec, se retrouver avec un climat qui serait beaucoup plus proche du climat actuel du sud de l'Ontario. Si on observe ce qui prévaut sur le territoire agricole du sud de l'Ontario, on sait qu'on va y trouver des arbres fruitiers, des vignes, etc. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qui serait envisageable à un horizon de 20 ou 30 ans. Plus au nord, évidemment, on ne va pas mettre de la vigne partout et des arbres fruitiers partout, mais la production animale va trouver des conditions aussi plus avantageuses puisque il y aura plus de production de fourrage. Alors évidemment, il ne faut pas négliger aussi qu'avec cette augmentation de température, il y a d'autres maladies qui peuvent survenir, mais globalement, c'est plutôt un scénario qui serait relativement encourageant. Donc, ce travail à faire d'abord pour planifier ou avoir au moins une idée un peu plus précise des gestes à poser, des mesures à adopter ou des politiques pour faire en sorte que cet avantage-là, si on peut appeler ça un avantage qui dans le temps peut être pour une période de temps assez longue, on doit l'exploiter, on doit en tirer parti de cet avantage-là. Tu as tout à fait raison, parce que si on peut se placer dans l'hypothèse où notre territoire pourrait être valorisé autrement dans 20 ans, 20 ans, ce n'est pas très long si on pense à la recherche, à la formation, à l'accompagnement des agronomes qu'il faudra mettre en place pour essayer de promouvoir ou d'accompagner ces changements possibles. Et il faut s'y mettre, je pense qu'il faut s'y mettre dès maintenant. Une structure agronomique sur, je ne sais pas moi, l'Institut des changements climatiques pour le moins, agricoles au Québec? Oui, on pourrait tout à fait envisager ça, essayer de regrouper toutes les forces capables de réfléchir à ça. On pourrait pour le moins se dire qu'à l'intérieur du MAPAC, il pourrait y avoir au démarrage une division des changements climatiques. Et ça s'inscrit en fait dans la nécessité peut-être de développer la notion de prospective à l'intérieur. La prospective, c'est essayer de penser l'agriculture dans 20 ans d'une façon qui ne soit pas simplement le prolongement des tendances actuelles. Et ça, c'est peut-être aussi un changement de façon de penser. C'est des belles matières pour l'Institut Jean Garon. Ah oui, l'Institut pourrait tout à fait s'intéresser à ça. Il y a des enjeux extrêmement importants. Et puis, ça peut peut-être être notre prochain sujet sur lequel on va se pencher pour les... il y a de la matière pour un bon petit bout de temps. Il y aurait de la matière pour un bout de temps, oui. Bon. Et ça va compléter, d'ailleurs, on fait un tour d'horizon cette année au niveau, par exemple, d'occupation dynamique du territoire. Et je trouve que, ça va donner, je pense, un ensemble de ces rencontres-là, ces échanges-là, avec ceux qu'on va avoir sur le terrain, avec différentes personnes. Je pense que ça peut nous ouvrir un éventail de solutions fort intéressantes pour l'avenir du Québec. Alors, merci Guy de cette rencontre. Merci Michel. Et au plaisir de poursuivre ces échanges-là avec d'autres personnes, d'autres témoins sur le terrain. Merci.